Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis sur mon dernier cycle sur les histoires des monuments terrestres disparus de Marseille. Voilà, et ce sera principalement autour du Vieux-Port que nous allons voyager aujourd'hui. Voilà, donc pour attaquer euh, l'histoire, tout va commencer donc au 19e siècle où un homme qui a bien marqué la physionomie de Marseille dans sa transformation moderne, le préfet Maupas, va vouloir rendre Marseille comme Paris. Donc, comme c'était dit, haussmaniser Marseille. Et même vouloir faire une préfecture. Mais ça, ce sera une autre histoire. Voilà. Et dans les projets qui ont été mis sur la table, dès le milieu du 19e siècle, c'est un homme d'affaires, Mérès, qui va demander de percer la Grande Rue, qui va être faite d'ailleurs, et, euh, et on va détruire des buts, hein, les buts de Carmes, de Moulins, de Saint-Laurent, pas dans son intégralité, mais en partie, pour laisser passer cette immense avenue, pour rejoindre le vieux port et le nouveau port qui se construisait derrière donc la- le vieux port, jusqu'à la Jolette, au bourg, complètement. Voilà, donc le financement va être énorme, puisque plus de 110 millions de francs lourds à l'époque et 10 ans de travaux vont être mis en route, et ça va amener un déplacement de la population de près de 50 000 personnes, avec des anciens logements qui vont être détruits au profit de nouveaux, évidemment. Voilà, donc là, vous avez quelques images pour montrer l'étendue des travaux. Là, nous sommes juste à l'angle gauche, si vous voulez, du vieux port, hein, pour situer cette grande avenue qui s'appelait à l'époque la rue impériale et qui va être rebaptisée la rue de la République, évidemment, quand la royauté va être dissoute. Ben, ça, c'est donc les premiers travaux. Donc, on va déjà rogner une partie donc, du vieux port, mais dans sa partie extrême. Voilà, donc 10 ans de travaux. Donc, l'inauguration va s'effectuer en août 1865. Et vous voyez l'ampleur considérable des travaux et tous les bâtiments ultramodernes, hein, un peu comme le boulevard Haussmann à Paris, justement, ces grands bâtiments de 4 ou 5 étages, hein, vont être avec des pierres immensément lourdes et bien riches qui vont être mis en avant. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de ce préfet Maupas va être de vouloir canaliser la prostitution et de pouvoir la réserver dans un quartier où les dames de petite vertu, hein, ne seront pas autorisées à en sortir pour exercer leur talent en dehors de ce quartier. Et malheureusement, le quartier pour les habitants, c'est le quartier de Saint-Jean, qui est entre la mairie et le Fort Saint-Jean, qui va être choisi. Donc là, on est sur l'extrémité hein, du côté du Fort Saint-Jean, hein, dans l'extrémité donc du Vieux-Port, qui va être choisi. Évidemment, toute la noblesse et la bourgeoisie qui résidait dans ces coins, surtout sur les hauteurs, le quartier du Panier et autres, va s'échapper et va squatter de nouveaux quartiers dans le quartier sud, et va aller du côté de Perrier, du côté, et même au-delà donc de David. Voilà, alors cette initiative qui va s'effectuer donc à la fin du 19e siècle va être saluée évidemment par, par la police, par beaucoup d'habitants, puisque la concentration de la prostitution va se cantonner dans ce secteur hein, qui sera derrière la mairie hein, qui était là initialement. Tout ce quartier général. Donc c'est un quartier qui est extrêmement dense, comme vous pouvez le voir sur une photo. Hein. Alors là, si vous regardez bien en bas à droite de la photo, vous voyez le pont transbordeur hein, qui sera détruit
par les Allemands juste avant leur évasion de Marseille de la France, donc en 1944. Voilà, quartier très dense, avec quelques rues particulières. Voilà, là, on a une photo bon, plus récente, mais qui situe donc toutes les petites artères de ce quartier qui va être révolutionné et qui va d'abord attirer ce qu'ils appelaient une attraction touristique unique au monde, puisque il y avait des artères très célèbres comme la Lantannerie, la Boutonnerie, où il n'y avait que des maisons closes. Il y avait sur 15 ou 16 entrées d'habitation pour des petits logements de 2 ou 3 étages. Sur les 15 ou 16, il y en avait 15 sur 16 qui étaient destinés à la prostitution. Voilà. Alors, ceci va amener donc une concentration évidemment de tous les hommes qui viennent visiter Marseille, donc les marins principalement, les gens de passage, les étrangers qui vont bien profiter, et puis aussi des bars énormément, des restaurations. Donc voilà, des immeubles sont quasiment tous à l'unanimité réservés à ces maisons dites de tolérance. Voilà. Et les femmes qu'on appelait les filles soumises, hein, alors soumises comme je l'ai indiqué, parce qu'elles acceptaient la réglementation de la prostitution, puisqu'il y avait des visites médicales, puisqu'on pouvait à ce moment-là, quand il y avait des maisons closes, contrôler à un moment donné les épidémies possibles qui étaient liées. On voyait les axes de la rue de la Lantannerie hein, en rouge et celle de la Boutonnerie qui étaient les deux axes les plus importants de la prostitution. Voilà, alors là, vous avez bon, sur une avenue, il y en avait 60 prostituées, exactement 59, et une qui jouait chef de ménage, Madame Maroutel. Voilà, on pouvait considérer que dans cette avenue, hein, il y avait une fille de la prostitution, de péripatéticienne, tous les 2 mètres de trottoir. Voilà, bon, quelques images, évidemment. Marseille étant un trafic mondial au niveau du commerce, l'Afrique, l'Asie et tous les pays européens passaient par ces rues pour trouver un peu de réconfort, si je peux dire. Voilà, il y avait près de 3000 prostituées. Vous vous rendez compte un petit peu. Et un journaliste et écrivain, André Suarez, avait appelé ça le grand lupanar, expression qui est restée et qui reste dans certaines mémoires hein, littéraires. Voilà. Donc progressivement, évidemment, il y aura des publicités qui vont être faites. Voilà. Et dans ces publicités, on indiquait que c'était un fameux terrain de sport. Bon, si on peut appeler ça du sport, qui donne la force et la confiance en soi. Enfin bon, voilà. Hein. Voilà, et vous avez des publicités, puisque les publicités, elles partaient un petit peu partout en Europe, et c'est comme ça que le monde entier, mais véritablement connaissait le port de Marseille pour sa spécialité particulière. C'était cette 8e merveille hein, qui était mise en avant. Voilà, et là, évidemment, on pourrait dire que les grands-mères pouvaient encore exercer et aider les jeunes concurrentes sur le commerce de l'amour. Voilà, d'autres publicités étaient faites. Hein, vous voyez, à droite ou à gauche, il y avait des estampilles de pièces qui étaient faites en fonction des bordels qui étaient plus ou moins célèbres. Et il y avait des jetons qui étaient donnés en échange de pièces, puisqu'il y avait toujours une matrone qui gérait l'ensemble de ces filles. Évidemment, voilà, comme on dit, tout a une fin. Et quand va arriver la Seconde Guerre mondiale, la France va subir l'occupation allemande à partir de
donc de l'armistice du 22 juin 1944, et elle va diviser la France en deux, avec cette fameuse ligne dont j'ai laissé la carte pour que vous compreniez bien les tenants aboutissants. Ce qui est en violet, c'est tout ce qui est occupé par l'Italie, dans des périodes qui iront jusqu'à 1943, qui seront repris par les Allemands à un moment donné, puisque les Italiens voulaient rogner. Les Allemands, en envahissant la France, ont déjà mis dans leur haut commissaire le territoire qui est rattaché à l'Allemagne, et c'est évidemment l'Alsace et la Lorraine, puisque voilà, donc il y a des choses comme ça, ce qui a été perdu, repris et reperdu. Et cette fameuse ligne où, d'un côté, c'était les Allemands qui étaient, et de l'autre côté, il y avait une occupation effective d'une zone dite libre, mais évidemment sous couvert d'un contrôle de l'État français, gouverné évidemment par le Reich général. Bon, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, va s'orienter vers une politique donc, de collaboration et va lutter par là même contre les résistants et va profiter de la persécution des Juifs. Et les Français, en tant que gouvernants sous le régime de Pétain, vont même être au-delà des attentes que souhaitaient les Allemands pour la persécution des Juifs. Et il faudra que les forces alliées, donc en novembre 1942, un petit peu avant, hein, donc en septembre-octobre, vont occuper l'Afrique du Nord et principalement l'Algérie et le Maroc, pour que les Allemands font sauter cette ligne du Sud et vont envahir à ce moment-là complètement la France entière. Et évidemment, Marseille ne va pas échapper à la règle, puisque le 12 novembre à midi, les troupes allemandes vont l'occuper. Et évidemment, ils vont occuper dans tous les compartiments et tous les grands bâtiments, les grands axes. Et Notre-Dame de la Garde sera un bastion, comme le sera le Vieux-Port, comme le sera... Ils vont installer au niveau du Vieux-Port un centre de base de sous-marins et des croiseurs allemands, évidemment. Voilà, donc c'est un autre paysage que les Allemands, enfin que les Marseillais vont connaître avec une occupation extrêmement forte de ceux-ci. Évidemment, les Marseillais, ben, ils sont bouillonnants comme ont été les Français qui n'ont pas accepté l'envahissement de leur territoire national et ils vont se rebeller, monter en résistance. Et ce qui devait arriver arriva. Il y aura des attentats qui vont être perpétués contre les nazis principalement ou contre des officiers ennemis. Et il y avait des bordels qui étaient réservés spécifiquement aux SS, ce qui a été le cas de la rue Lemaître, où il y a eu plusieurs morts et de nombreux blessés. Entre passants, j'ai gardé cette image-là de l'ESS parce qu'on dirait un bon diable. Et il n'a eu plus que les cornes sur la tête pour montrer que c'était vraiment un sacré loustic. Ah, donc, évidemment, comme toujours sur le territoire, quand il y a eu, si on touche à un Allemand, on va en prendre 5 ou 10 en représailles, ou en déportation si c'est des Juifs, ou en exécution si on veut réclamer en otage au quartier ou au village la dénonciation de ceux qui ont commis les actes. Donc, les représailles vont être décidées au plus haut niveau de l'État allemand, et même un des Reichsführer, le patient des SS, donc le chef supérieur, souhaitait complètement une épuration de Marseille, mais de façon radicale. Et il n'aurait pas hésité à garder tous les habitants dans les locaux et faire sauter les gens avec. Mais évidemment, des compromis avec la police française et l'État gouvernement français vont faire que ceci ne sera pas réalisé, mais ils vont demander expressément que la police française et la garde mobile de réserve participent activement à ces opérations.
c'est ce qui va se faire. Évidemment, la grande opération justement de nettoyage va être décidée et la rafle va être décidée pour le début janvier 1942. Et c'est René Bousquet, qui est le secrétaire général de la police, sous régime de Vichy, et Antoine Lemoine, qui sont à l'écran, en plein centre de l'écran, le préfet régional de Marseille, qui seront dans la partie prenante de l'organisation avec Karl Huber, le chef supérieur des SS, de la police pour la France, et Gries, et Rolf Müller, chef de la commandement. Voilà, donc une grande opération va être décidée. Et j'ai dit 42, c'est pardon, c'est en 43 évidemment. Laval, qui est son supérieur hiérarchique, va sommer donc Bousquet de participer et faire venir un grand renfort de policiers en donnant de reculer d'une semaine la date qui était prévue pour que on puisse faire venir des troupes françaises de police et participer activement à ce nettoyage du quartier général. Le quartier justement où étaient cantonnés évidemment le quartier donc des péripatéticiennes, mais aussi des gens qui faisaient partie de la résistance, qui étaient cachés au milieu, et de ceux qui étaient aussi du banditisme, petit ou grand, comme il était du côté de l'opéra aussi. Qui, plus ou moins, de ce banditisme précis, collaborait avec la police française qui elle-même collaborait avec les Allemands. Voilà, donc il y a des histoires assez sombres pendant cette période-là. Donc l'historien de la rue indique qu'il y a eu 200 inspecteurs qui sont venus de Paris et 15 compagnies de GMR. Alors les GMR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai mis juste une petite page pour donner une explication. Les GMR, c'est le groupe mobile de réserve. Quand l'armistice en juin 1944 a amené forcément une réduction considérable de l'armée, évidemment par les forces allemandes, avec des mobilisations, où les gens sont... Et on va utiliser une partie de cette armée qui a été démobilisée pour recomposer une nouvelle structure dite donc de GMR, qui fut créée en 1941 pour organiser les services de police en France. Voilà, la police se gonflant au détriment de l'armée qui avait moins de raison d'être, étant sous l'occupation. Voilà, donc évidemment, c'est René Bousquet, qui était secrétaire général de la police nationale, qui va diriger cette grande section. Et au départ, les GMR étaient utilisés pour la protection civile, les incendies, les bombardements, évidemment, pendant la guerre, et la sécurité publique, la circulation et le maintien de l'ordre, mais le maintien de l'ordre classique et courant, si je puis dire. Mais au fur et à mesure des attentats qui vont grossir et que la France va se rebeller, et que les forces alliées vont commencer à grignoter sur les territoires du côté de l'Allemagne est, pardon, ou en Afrique, comme ça a été le cas, puisqu'ils vont prendre tout le continent africain, les Alliés, et bien, il va y avoir un glissement de cette organisation des GMR, non pas pour la protection civile et publique, mais pour la lutte contre les résistants et les maquisards. Donc, pour revenir à notre propos, donc les 22 et 23 janvier, ben, il va y avoir une rafle monstrueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une participation, écoutez bien, de 12 000 policiers, gendarmes, gardes mobiles et de GMR. Alors les GMR, ils étaient près de 6 000, déjà dans ce contexte précis sur Marseille, et 5 000 militaires allemands, donc ce qui fait au total 17 000 hommes qui vont participer donc à l'encadrement de tout ce quartier, à la vérification de tous les papiers et à l'expulsion progressive sur les 2 jours dans lesquels ça va se faire. Donc évidemment, plus de 40 000 vérifications vont être faites, et même bien au-delà, parce que là, ça a été que les officialisés qui ont été indiqués. Il y aura plus de 6 000 arrestations, et on va fermer
quasiment tous les bars et les cafés qui existaient. Vous imaginez 1000 bars et cafés sur un quartier de Marseille pour indiquer où se situait la vie intense et les bas-fonds de Marseille à l'époque. Bon, la ville va être fouillée maison par maison pendant près de 48 heures. Hein, et progressivement, en même temps qu'on va demander à... Alors bien là, la police française et allemande à y participer. Voilà, et il va y avoir plus de 2000 Marseillais qui seront juifs ou qui ne le seront pas, mais qui seront peut-être des communistes, qui seront des opposants, ou simplement une dénonciation d'un voisin qui ne pouvait pas sentir son hôte parce qu'il était jaloux de sa situation. Alors, il y a eu tous les cas de figure, vont être entraînés dans les trains de la mort et vont partir à Auschwitz et ailleurs, malheureusement. Voilà, donc il y aura en même temps ce qui est une petite enclave particulière au-delà de ce quartier du Vieux-Port. De l'autre côté, une rafle va s'étendre aussi du côté de l'Opéra parce que il y avait la grande synagogue qui était pas très loin de la rue Breteuil et l'État français sous le commandement de Laval et de Bousquet, ils vont embarquer la plupart des Juifs et leurs familles qui s'étaient cantonnés dans ce coin-là. Voilà, donc il y a près de 250 familles spécifiquement là, dont je viens de parler, qui vont partir tels qu'ils sont. Alors là, on ne va même pas leur demander, comme dans le quartier du Vieux-Port, autour de la mairie, de partir avec 30 kilos d'une valise ou 30 kilos de bagages maximum. Ils vont partir tels qu'ils sont, en pyjama, en maillot de bain, enfin, j'ai une bonne maillot de bain, mais dire, juste avec des vêtements légers, tels qu'ils sont, sans qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit. Voilà. Et à partir du 24, donc au lendemain de ces 22 et 23, eh bien, vous imaginez un peu la concentration. On va réquisitionner tous les camions militaires ou les camions aussi de la Croix-Rouge, puisqu'il y a beaucoup de Croix-Rouge que vous voyez. Et on va réquisitionner aussi tous les bus et les métros hein, pour faire évacuer tous les habitants progressivement. Évidemment, un grand tri, malheureusement, va se faire sur cette grande avenue qui longe le Vieux-Port. Voilà, et on va leur donner 2 heures maximum par rue hein, pour évacuer. Et alors, certains vont penser qu'ils vont pouvoir éventuellement revenir et pouvoir récupérer leurs meubles qui vont le mettre dans la rue, mais ce sera bien perdu parce que tout va être balancé quasiment. J'ai bien dit quasiment. Voilà, donc là vous avez pas mal d'images. Donc il y aura entre 20 et 25 000 personnes hein, qui seront évacuées par camion car pour les amener principalement à la gare d'Arenc hein, pour faire un tri et les faire partir dans des camps ou vers l'Allemagne ou au contraire vers d'autres lieux plus au nord de Marseille. Voilà, vous imaginez et les camions, tout ce qu'on peut voir, on a pu voir comme film hein, sur la déportation dans les trains de concentration, les Marseillais l'ont vécu dans leur chair pour un certain nombre. Hein. C'est malheureux à dire. Voilà. Alors, il y en a près de 1600 qui vont partir dans les camps d'extermination, et même certains qui étaient là par hasard et qui n'étaient pas ni juifs, ni opposants forcément au régime. Hein, après, si on n'a pas ces papiers sur le moment, on est considéré comme traître dans tous les cas. Voilà, des images, je pourrais en mettre un certain nombre, mais ce n'est pas forcément nécessaire, puisque ça rappelle trop malheureusement de mauvais souvenirs. Voilà, mais là, on peut voir par quelques photos les conditions qui se sont passées. Voilà, et on peut considérer que
la police française a été au-delà, malheureusement, dans les demandes des Allemands et des SS, hein, dans la barbarie qui est du tri qui a été fait et de l'envoi des gens dans les camps de concentration. Voilà, donc entre 20 et 22 000 personnes vont être évacuées des logements et va commencer, malheureusement, le 1er février, la première explosion pour voilà, cette vue qu'on a sur l'image à gauche, elle est vue du pont transbordeur qui permet de bien comprendre et de bien voir. C'était la rue Saint-Laurent et la rue Radeau, hein, qui a connu la première explosion. Et là, ben, écoutez, toutes les 15 minutes, il y avait le clairon que vous voyez à gauche qui signalait aux gens qu'il allait y avoir une explosion. Donc pendant 17 jours, jour et nuit, les explosions vont se présenter parce que on ne peut pas imaginer, mais c'est un quartier entier. C'était un bon quart de la, comment dire, de la ville de Marseille, hein, qui va partir en fumée et en destruction. C'est ce qui est hallucinant. Voilà, donc progressivement, ben, les toits sont arrachés, les maisons sont tombées, et puis après, ben, eh ben, on évacue, on évacue, on évacue, les gravats, évidemment. Voilà, donc Marseille sera un grand nuage. Il y aura un nuage de poussière pendant plus de 15 jours, et même au-delà, parce qu'après, transporter tous ces gravats, il fallait bien... voilà, et vous avez ici la, la zone, hein. Alors le 23, sur l'enclave, évidemment, c'est l'enclave de la mairie, hein, que vous comprendre. Vous avez le 4, c'est la place de la Major. Voilà. Et la fameuse route, la rue de la République, qui avait été percée donc, en 1865. Voilà. Le 10, c'est donc évidemment l'église Saint-Laurent. Alors, donc tout le quartier, voilà, tout le quartier qui va sauter, à part quelques petites habitations qui vont rester. Voilà ce que je disais d'une poussière hallucinante. Évidemment, beaucoup de gens sont venus voir ceux qui habitaient, ceux qui n'habitaient pas. C'est une curiosité, malheureusement aussi, hein. Voilà, et vous voyez tout doucement qu'à la place de bâtiments, c'est des gravats qui vont s'effectuer. Là, en plein centre, hein, c'est la mairie qui va être sauvegardée. Voilà, là, en bas à droite, vous voyez le génie de l'armée allemande qui va déposer des charges explosives, hein. Et progressivement, ben, on passe de maisons à des ruines et on passe à des tas de gravats jusqu'à 7, 8, 10 mètres de haut en fonction des décombres. Voilà, progressivement, donc le vieux port, hein, euh, dans sa partie ouest, hein, va être détruite, hein, et enlevée. Voilà, progressivement, ben, ça va laisser un immense terrain vague, gigantissime. Là, c'est pareil, on pourrait y mettre des centaines d'images tellement il y a eu une répercussion incroyable. Voilà, et tout doucement, ça va laisser un grand plat qui sera un no man's land hallucinant. Alors voilà une image vue de satellite qui montre toute la zone qui a été détruite, avec quelques petits sauvegardes de bâtiments. Là, le petit îlot que l'on voit, ben, c'est la mairie, c'est la maison diamantée et deux, trois maisons qui vont sauter après coup, parce qu'il fallait faire plus attention. Donc, le gros œuvre étant fait après, il y aura eu un affinement de la petite bande que vous voyez le long de, de l'église Saint-Laurent jusqu'à la mairie, qui sautera aussi de façon très nette. Donc 75 hectares qui vont être détruits.
Seule sera sauvegardée l'église Saint-Laurent, qui, elle, évidemment, a sauvegardé. Pourquoi? Parce elle était riche de son histoire et de son patrimoine. Donc là, des négociations importantes vont avoir lieu pour que ceci doit être conservé. Bah alors, parce que c'est à partir de là, sous cette butte et sous cette tourette, hein, étaient construites les fondations de la cité phocéenne. Hein, donc il y avait des ruines là-dessous. Voilà, il y avait au XIIe, à la fin du XIIe, début XIIIe siècle, il y avait, après les invasions mauresques, la construction d'une église Saint-Laurent. Voilà, qui va être remodelée, hein, pour la former telle que nous la connaissons actuellement. Voilà, pour la petite histoire aussi, c'est donc pendant la Grande Peste que l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, va célébrer cette messe, voilà, entouré de tous les patrons pêcheurs, hein, pour demander justement que la ville soit sauvegardée de ce qui restait de ses habitants, même s'il y a eu près de 100 000 morts avec la région marseillaise. Hein, c'était une catastrophe énorme. Donc, l'église Saint-Laurent était un maître d'œuvre de l'histoire, et c'est dans ce sens-là qu'elle a été sauvegardée. Comme elle l'a été aussi, la mairie, puisque cette mairie, elle est riche de son histoire, donc évidemment, elle a été protégée. Il y avait une mairie avant celle que nous connaissons là, qui était construite au XIIIe siècle et qui unissait à la fois les consuls, c'est-à-dire les consuls, c'était le conseil de la mairie, quoi. Il y avait le premier consul qui était le maire et le second consul qui était le maire adjoint, si vous voulez. Hein. C'était l'équivalent. Voilà. Et c'est Louis XIV, avec tous les événements dont je vous ai parlé la fois dernière, hein, quand j'ai parlé de l'histoire des disparus des grandes murailles de Marseille, qui va faire construire cette nouvelle maison de ville pour accueillir l'hôtel de ville. Donc il y a cette fameuse histoire. Voilà. Hein. Voilà, c'était pour donner 2-3 petits repères à un moment donné. Alors, vous pouvez imaginer qu'il ne restait plus que ça et plus rien autour. Hein. Voilà. Et que si ça avait commencé en 1653, elle mettra 20 ans pour arriver à sa conclusion. Voilà. Donc il y avait bien quelques bâtiments à garder de ce quartier, même si certains ont disparu et c'est dommageable. Et il y a cette troisième maison, c'est la maison Diamantée, qui est derrière, hein, qui est juste derrière la mairie de Marseille, qui a cette particularité d'avoir des pierres de pointe. Et les pierres pointées, toutes les pierres qui sont taillées en pointe comme ça, c'est donner une indication de royauté ou d'impérialisme. Hein. Voilà, donc, et là, qu'on soit ici, sur cette maison diamantée, ou sur des constructions qui soient dans toute la France. C'était une façon, à un moment donné, particulière, une époque, de se représenter. Et là, on est au moment de la Renaissance. Donc, c'est une des maisons les plus anciennes. Hein. Elle aurait été construite voilà, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, dans des jardins avec des origines de gens qui étaient des Espagnols et des Italiens. Alors, on lui donne comme vertu d'être habité par des grandes familles, hein, comme la famille de Bolena, hein, en particulier, et Castellane Majastre, qui étaient des gens qui étaient des dirigeants administratifs de la ville. Hein. C'était échevin, c'est dans le même esprit que consul, c'est-à-dire c'était des maires. Hein. C'est les mêmes termes et les mots étaient de façon différente à l'époque. Et on lui attribue aussi cette dernière résidence qui serait le palais du roi René, le comte de Provence. Bon, mais là, c'est à la limite une légende parce que le roi René est mort en 1486 en laissant le duché de Provence
à l'État français, et la Provence sera attachée justement à la France à ce moment-là. Donc là, c'est plutôt la famille, mais pas lui directement. Donc, troisième bâtiment, et cette quatrième, qui est la maison de Cabre, dont je vous parlerai un peu plus tard dans un autre chapitre. Mais, par contre, dans cette image, vous pouvez regarder quand même, ce qui est hallucinant, c'est que c'est un plateau, un no man's land incroyable, hein, et on comprend mieux maintenant l'étendue du carnage qu'il y a eu et de la destruction. C'est vraiment un quartier gigantissime et qui a été élaboré. Alors attendez, pardon, voilà. Donc, évidemment, de cet épisode, quelques mois après, il y aura les Alliés qui vont débarquer, et par le sud, et donc par Alger, par Tunis, et- etc. Et vont débarquer aussi par la Bretagne, hein, la Normandie. Donc, et les Allemands étant dans tous les fronts possibles, ils vont être progressivement, ils vont perdre des régions. Et Aubagne sera libérée le 21 août, et progressivement, elle va descendre. Hein, je vais te montrer en bas la descente donc la première DB du général Montsabert, et le deuxième régiment des cuirassiers et des tirailleurs algériens qui vont venir encercler Marseille et libérer Marseille. Bon, là, j'ai mis quelques petites images. Alors, évidemment, à cette phase de libération va précéder justement une phase de destruction encore de Marseille, puisque les bombardiers alliés vont faire sauter tous les bâtiments portuaires où il y avait les bateaux, les, euh, les sous-marins et les réserves militaires de bombes et d'armement, qui va créer avec des ratés qui vont tomber dans des quartiers aussi où il y aura des morts civiles. Ça fait partie malheureusement des aléas et des contre-coups qui peuvent arriver. Donc la libération donc, va amener aussi quelques destructions complémentaires, et la priorité sera évidemment à la reconstruction, hein, donc de Marseille, et principalement dans le port et le Vieux-Port, et le quartier du Vieux-Port, puisque le quartier du Vieux-Port avait un no man's land hallucinant. Alors là, vous avez encore quelques images, hein, avec des chars qui sont sur Marseille. Alors là, dans l'image que vous voyez en bas, où vous avez des tankers qui viennent venir débarquer les troupes, hein, pour partir après vers les Alpes et vers l'Allemagne, hein, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Hein, vous voyez donc le pont transbordeur. Alors les Allemands ont fait sauter le pont transbordeur, mais il n'y a eu que la moitié du pont transbordeur qui a pu être cassé. Alors il n'a pas été rétabli comme ça aurait pu être fait, malheureusement. Donc on a perdu ce fameux prestige de ce pont transbordeur qui avait son histoire particulière que je vous avais racontée l'année dernière. Voilà. Donc, dans le plan de reconstruction, puisque là vous avez l'image de la zone vide qui doit être reconstruite, je ne me suis occupé que justement du vieux quartier et pas de ce qui s'est passé sur le vieux port ou à la Joliette, où il y a eu des dégâts aussi. Voilà, donc on est en 48, hein, et c'est André Lecomte, donc un directeur qui va faire appel, donc, qui est en même temps un architecte, hein, en chef, qui va commencer à s'intéresser au projet. Mais les responsables marseillais, au début de cette construction, l'ont vu d'un très mauvais œil, parce que les bâtiments, c'était des grandes tours qui auraient écrasé complètement la, la majesté de l'ancienneté de la mairie de Marseille, qui est pas plus de l'équivalent d'un 4 étages en hauteur en bâtiment, voire 5 peut-être.
Donc là, il y aura eu un blocage et une remobilisation pour que l'architecture soit reprise. Et on va faire appel donc à une personne qui est beaucoup plus moderne, Fernand Pouillon, on voit, qui avait qui avait participé à de la reconstruction dans d'autres régions de France et qui avait été vivement apprécié. Donc le chantier va repartir en septembre 50 et dans les pourparlers qu'il va y avoir, bon, il va proposer un aménagement original de petits bâtiments, dont vous voyez ici un petit peu des petits bâtiments, des petits rectangles, si vous voulez, avec des espaces, voilà, qui vont être beaucoup plus rationnels et beaucoup moins hauts que la réalité. Ils seront plus profonds pour qu'on garde le même nombre de personnes qui puissent y habiter. Puis il va y rajouter, alors la mairie, c'est celle que vous voyez avec la maison diamantée, enfin c'est la mairie, hein, que vous voyez ici, la maison diamantée, elle est un peu après, que vous voyez en gris. Voilà. Et ben, il va construire ces fameux bâtiments que vous voyez et que nous voyons encore actuellement, avec ces arcades, hein, des idées de blocs réguliers, d'immenses blocs qui donnent un aspect un peu massif, mais un peu d'ancienneté. Voilà. Donc en pierre blonde du pont du Gard, donc un peu dans le même esprit qu'avaient fait les Romains dans la construction donc de le fameux pont du Gard, hein, qui est l'aqueduc. Un esprit très massif. Voilà, avec un corps de garde et des arcades en rez-de-chaussée, avec des magasins qui vont y être placés. Voilà, plus d'une centaine de logements vont être effectués et il va même concevoir des traverses. Donc l'ensemble est harmonieux et la mairie de Marseille faisait partie de cet ensemble. Et derrière la mairie, il va y placer des bâtiments de même dimension, hein, mais avec des alvéoles plus petites pour garder en perspective la beauté architecturale donc de la façade de la mairie de Marseille, qui est quand même assez belle en soi. Voilà, donc évidemment, là, on voit progressivement les constructions, et il y aura des belles terrasses, hein, et des loggias qui vont s'y placer. Voilà la reconstruction telle que nous le voyons, hein. Et là, c'est les bâtiments, on voit à la fois les bâtiments devant et les bâtiments derrière dans l'image du bas. Et en haut, la disposition de tous ces bars, mais qui sont fragmentés, qui donnent moins cette impression d'une continuité, d'une barre gigantesque, comme ça a pu exister dans les années 50 à 60, à la Rouvière, comme par exemple, ou dans le quartier nord. On n'hésitait pas à faire des barres de 300 mètres de long. Là, ce n'est pas été le cas. Voilà, donc voilà différentes images, une perspective qui donne un peu tous les bâtiments qui ont été construits à cette époque. Toutes les petites alvéoles qui ressemblent un peu à des alvéoles comment dire, presque d'abeilles. Évidemment, elles ne sont pas rondes ni hexagonales, mais elles sont carrées là, hein. Mais c'est un peu cet esprit qu'il voulait garder pour mettre en lumière à la fois la mairie de Marseille et ne pas perdre et écraser aussi la Major qui est derrière. Voilà, alors les images que je montre, c'est des images qui sont un peu plus récentes, mais qui n'ont pas changé. Évidemment, les commerces vont se placer, beaucoup de restaurations qui vont encadrer de part et d'autre donc la mairie de Marseille. Voilà, hein, donc même des très beaux immeubles qui vont participer à l'embellissement de la ville. Hein, donc vous voyez ici les loggias, hein, toute cette barre de bâtiments qui ont une vue exceptionnelle, évidemment, sur le Vieux-Port. Donc voilà, on a assisté à la vie pendant le 19e siècle, une ville tumultueuse, et la construction et la destruction
et la reconstruction, évidemment, donc de ce quartier incroyable qui est le quartier du Vieux-Port et autour de la mairie. Alors, il y a un dernier bâtiment dont je n'avais pas parlé, qui va vous être présenté ici, une sorte de conclusion, même si on n'est pas encore à la fin de cet exposé, qui est l'hôtel de Cabre. Alors, cet hôtel de Cabre, ben, c'est la plus vieille maison existante donc, à Marseille. Donc, c'est dans ce sens-là hein, qu'elle a pu participer, disons, à la sauvegarde et qu'elle n'a pas été détruite. Donc là, voilà. Donc, elle a un style particulier, évidemment, hein, qui est le style de la Renaissance, évidemment. Voilà, elle est située à la rue de la Bonneterie et de la Grande Rue, dans le 2e arrondissement. Voilà, bon, il ne faut pas confondre avec, comme je l'ai mis en exposé, parce que si on met l'hôtel de Cabre, il y en a une qui existe aussi à Aix-en-Provence. Mais là, elle est à l'angle donc de la rue de la Bonneterie et de la Grande Rue. Alors, ben, voilà, donc elle a fait l'objet d'un classement mondial, pendant un monument historique, en mai 41 pour ses façades. Et tout le reste de l'hôtel, dans sa construction interne, a été mis en monument historique en 1926. Voilà, donc elle a été construite, ça on peut connaître sa date, donc au XVIe siècle, en 1535. Voilà, sous le commandement donc, de Louis de Cabre, évidemment, et qui était le second consul de Marseille, donc le maire adjoint, quoi. Voilà, et son petit-fils sera le premier consul dans quelques décennies plus tard. Donc la famille de Cabre avait joué son rôle à Marseille. Alors là, c'est une maison qui est à 3 étages, qui a on appelle des fenêtres à meneaux. Hein, donc les constructions sont en pierre, en pierre taillée, évidemment, avec un art gothique, un mélange entre l'art gothique et l'art de la Renaissance, qui se situe entre les deux époques. Donc il y a des visages, il y a des petits anges, têtes d'anges, qui vont être représentés. On dit que ce seraient les propriétaires et son épouse qui seraient au premier étage, et des chérubins, comme la statue de Saint-Jacques, qui reviendrait à Jacques de Cabre, père de Louis de Cabre, le fondateur de cette maison. Les maisons, à l'époque de la Renaissance, avaient toujours des symboliques. Ils s'attachaient bien à ce qu'il y ait des rappels sur les murs ou sur les façades de leur maison ou sur les portes, évidemment. Voilà, donc c'est la maison telle que nous le pouvons le voir actuellement. Elle a passé toutes les guerres et les révolutions. La seule révolution, c'est que on va enlever la tête de fer de lys qui ornait la façade, puisque évidemment c'était un noble, c'était des gens qui étaient pour la royauté au temps de la Renaissance. Voilà, donc comme je le disais, pour revenir dans le temps, en 1943, on va détruire, il y aura quelques bâtiments qui vont être préservés, comme la maison diamantée, et on va garder cette fameuse maison de Cabre. Voilà, alors là, vous la voyez, où on va la mettre en été. Vous voyez qu'on a mis des poutrelles à droite et à gauche de bois à l'intérieur de la maison pour protéger les vibrations de toutes les explosions qu'il y a pu y avoir. Et progressivement, eh ben, cette maison, l'hôtel de Cabre, va être isolée complètement. On va même mettre un mur de soutènement que vous voyez à droite hein, du bâtiment pour pas que les fissures qui commençaient à pouvoir y présenter vont pouvoir ne pas faire effondrer cette maison qui est la plus vieille maison de Marseille. Alors, au moment de la restauration, qu'allait-on faire de cette maison? Où allait-on la placer?
Et il y a toujours des gens qui ont des idées hallucinantes, hein, donc qui vont penser à reconstruire des avenues qui n'existaient pas ou qui étaient sur un plan ancien et qu'on va réintégrer. Et c'est ce qui va se passer. On va, en 54, on va couper véritablement les fondations du sol euh, dans lequel elle était cimentée, accrochée. On va la surélever et la monter sur des vérins. On va la mettre évidemment sur des rails et on va la faire voyager. Vous entendez bien, on va faire voyager une maison, la plus vieille maison de France. Voilà. On va la déplacer de près de 15 mètres et on va l'intégrer à la fin d'un bâtiment moderne qui avait été construit, dans lequel on va la faire tourner de 90 degrés. Voilà, alors là, vous pouvez imaginer le, le travail gigantesque et l'épée de Damoclès qui pouvait se présenter sur le déplacement de cette maison. Bon, il faut oser, mais il y a toujours des gens qui ont le courage et qui savent que ça va pouvoir bien se passer. Voilà. Alors, eh ben, cette maison, voilà, telle qu'elle a été tournée, elle a été intégrée et elle va rentrer dans l'alignement de ces bâtiments modernes qui vont recomposer la Grande Rue. Puisque, étant donné qu'il y avait un no man's land, il fallait bien reconstruire. Alors, on a vu beaucoup de choses qui étaient faites autour de des constructions de la mairie de Marseille, mais il y avait tout l'arrière, hein, du côté de la bourse, du travail, du côté, il y en a partout. Donc, je ferai sans doute dans les années qui viennent des compléments d'informations justement sur les étapes de la construction de Marseille, dont Napoléon III sera un des grands constructeurs, je dirais, avec Maupas, qui était justement, dont on a vu, de ce qu'il a fait déjà en son temps. Voilà, alors là j'ai voulu donner à un moment donné où se situait la maison diamantée. Vous avez l'hôtel de ville, marqué avec le P et le parking. C'est un plan tel que nous l'avons actuellement. Je l'ai fait grandir. Vous voyez l'hôtel de Cabre qui est derrière la place Victor Gélu. Voilà, et qui est mis à l'angle de la Grande Rue et de la rue de la Bonnetterie. Et vous avez la même information qui est à gauche, où dans la ligne que vous voyez, ben, c'est la ligne de la Grande Rue, qui est la ligne horizontale, et celle qui est oblique à droite, c'est la rue de la République. Là aussi, cette fameuse rue qui a été construite. Voilà. Donc là, vous avez le bâtiment, hein, de la maison qui est présentée. Donc on a reconstruit, hein, la rue de la Cotellerie, la rue de la Bonnetterie, la Grande Rue et bien d'autres qui avaient disparu, qui étaient un immense no man's land pendant 10 ans, de 43 jusqu'à 54 à peu près. Voilà. Alors, je vais pouvoir montrer des images complémentaires que je n'aurais pas pu parce que il y a de ça 2 ans, un peu moins de 2 ans, la ville de Marseille va découvrir sur le Bon Coin que la maison de Cabre était en vente. Voilà. Donc, évidemment, qui dit vente dit qu'on va y apporter des photos et des explications ou des informations sur cette fameuse hôtel pour appâter un nouveau client qui voudrait devenir propriétaire. Alors déjà, vous voyez le prix, 1,2 million d'euros. Voilà, évidemment, ça a fait un grand boom dans les instances de la restauration et du patrimoine parce que c'est la plus vieille maison de Marseille qui est mise en vente. Ça interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, alors cette maison, on peut y voir maintenant le contenu, hein, pas complètement, mais elle est sur 4 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un local de 66 mètres carrés avec une réserve en sous-sol faite par un commerçant qui en date jusqu'à Levant. Donc là, il y a des locations qui sont mises en route, hein. Il y a
Donc, au premier étage, un appartement de type 1 de 50 mètres carrés. Alors, vous imaginez que celui qui a cette habitation, regardez le plafond qu'il a. Hein, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, c'est le fameux plafond à la française, hein, tel que nous connaissons. Et il y en a 2 ou 3 qui sont placés comme ça dans les habitations. Évidemment, vous imaginez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas mettre un coup de peinture pour mettre une couleur à sa convenance quand on est ou propriétaire ou locataire de ce lieu. Hein. Il y a des astreintes énormes, et justifiées d'ailleurs. Hein. Il y a un type 2 au deuxième étage, au troisième étage, identique de 50 mètres carrés, à effet d'habitation. Et enfin, un studio qui est vacant, donc de 23 mètres carrés, et le sous-sol, évidemment, en contrebas. Voilà, alors tout ça, c'était pour donner le côté visuel et artistique tel qu'on peut imaginer, parce que c'est ça qui était beau à voir, mais il y a le côté lucratif, puisqu'il était mis en vente. Donc je ne sais pas actuellement quel est le nouveau propriétaire, s'il y a eu des pourparlers avec la mairie pour la récupérer, j'en sais rien. Hein, il y a des secrets comme ça qu'il ne faut pas savoir et qu'on ne dira jamais dans les instances administratives et gouvernementales d'une région. Voilà, donc en tous les cas, 31 000 de loyer annuel, bon, avec des prévisions de compléments, mais des récupérations par la sauvegarde du patrimoine ou l'État français qui donne des allègements ou des subventions pour entretenir des restaurations. Donc là, il y a du bon et du mauvais dans toutes choses. Voilà, c'est ça fait partie, je me suis appesanti, peut-être que j'ai été un peu vite ou j'ai pas mis assez de photos sur l'ensemble, mais j'ai voulu garder cette dernière conclusion sur cet hôtel de Cabre qui était, à mon sens, non pas un bâtiment qui a disparu, hein, mais qui a été sauvegardé à la limite de la destruction. Voilà, alors ceci était une de mes conclusions que j'apportais donc à l'histoire des monuments terrestres disparus, puisqu'il faisait partie d'un long ensemble de mouvements qu'il y a eu, où des bâtiments, des structures ont été arrêtés, cassés ou transformés. Voilà. Voilà, ben je vous remercie. Je me suis rendu compte que j'étais un peu rapide, peut-être, hein, puisque on est dans un timing qui est d'une heure passée, 1h10. Bon, ben ça laissera plus de place, peut-être, évidemment, à des questions. Hein. Voilà, je peux vous dire aussi que dans l'histoire qui m'intéresse énormément sur la Provence, que je continuerai dans les années à venir à apporter d'autres pierres à la construction et à la connaissance de bâtiments ou d'événements qui ont marqué la vie. Ça fait déjà 5 ans que j'effectue ces avancées. Ben Marseille et sa région a de quoi faire. Voilà, donc je pense que si Madame Bertin est un petit peu en écoute de ce que je peux dire, c'est qu'elle va pouvoir reprendre la main et me donner donner votre parole pour que vous puissiez apporter des éléments d'informations complémentaires ou des choses qui n'ont pas été suffisamment bien explicitées de mon côté.